Bonjour à tous, Frédéric Topin, donc conservateur de la réserve naturelle nationale de l'île du Girard. Donc, je vous présentais un beau projet qui est arrivé en 2017-2018 sur la confluence Doubs-Loup. Donc, pour vous resituer, on est au sud de Dole, donc à la confluence du Doubs et de la Loue, et la réserve est ici. Donc, on va faire un petit saut en arrière, parce qu'avant de faire des travaux, on peut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le projet Polonceau. C'est un monsieur qui travaille pour les chemins de fer, donc qui a été mandaté par un préfet de l'époque pour essayer de faire quelque chose avec les rivières, pour les contrôler, etc. Donc retenez bien le fait que cette personne est un spécialiste de la construction de chemins de fer, parce que quand vous voyez ce qu'il a fait, c'est tout à fait une voie ferrée aujourd'hui. Donc historiquement, le Doubs il passait ici, et ce monsieur a eu l'idée de faire une belle voie ferrée pour le Doubs, et puis une belle ligne à très grande vitesse pour la Loue. Voilà, on voit ça. Donc avec une réduction de plus d'1 kilomètre de voie. Donc en gros, il a pris tous les alluvions d'ici, puis il a fait une grande digue qu'on appellera la digue d'entonnement, qui a servi à canaliser un peu le nouveau cours du Doubs. Et puis tout ça, c'est tout des épis en travers. Donc j'ai appris plus tard que ça servait aussi pour la navigation, pour les péniches, pour centrer le courant principal dans le chenal principal. Ce qui permet d'autant entretenir le fond du Doubs pour la navigation vers Lyon notamment. Ça a bien marché. Le Doubs s'est enfoncé de 1 à 2 mètres suite aux travaux. Donc voici un peu en image sur des photos aériennes avant travaux puis après. Donc là, c'était le Doubs avant travaux. Et donc, ils sont passés à travers tout ça pour créer le nouveau cours du Doubs. Voilà le nouveau cours du Doubs et l'ancien cours du Doubs. Et puis la réserve du Girard, qui est née en 1982, elle se trouve prise entre l'ancien lien et le nouveau cours du Doubs. D'où la notion d'île du Girard. Donc à l'époque, c'était des gros travaux. On était dans les 30 glorieuses, il y avait de l'argent, du travail. Donc autant dire que localement, ça a bien bougé. Il y a eu beaucoup d'emplois pour faire tous ces petits travaux. Donc c'était des pieux de saule avec des enrochements dessus pour tenir les nouvelles berges. Donc il y a eu énormément de main-d'œuvre d'employés pour faire tous ces travaux. Donc ça, c'est l'année 1962. Et là, on voit un peu ce qu'ils ont creusé au niveau du Doubs. Donc c'est une autoroute, le fond est plat, et puis c'est droit. Voilà. Donc l'évolution après travaux, donc tout ce qui est en clair, c'était la forêt alluviale. Donc voilà ce qui s'est passé. Oh, pardon, allez très vite. Donc on a enroché les berges, on a créé cette fameuse digue dont je vous parlais tout à l'heure. On a déconnecté l'ancien lit du Doubs qu'on appelle aujourd'hui Vieux Doubs. Du coup, chenalisation des cours d'eau, on n'a plus un système en méandre, mais un système de canal, de ligne droite. Ce qui fait qu'il y a une accélération de la vitesse. Au lieu d'avoir un système en méandre, vous faites un tracé droit, forcément la vitesse s'accélère. Une réduction du linéaire du cours d'eau de plus d'1 kilomètre. Et puis le Vieux Doubs, il n'y a presque plus de courant dedans, voilà. Même en période de crue. Donc qu'est-ce qui se passe quand un cours d'eau s'accélère et puis qu'il ne peut plus éroder ses berges? Il s'enfonce, clairement. Et quand un cours d'eau s'enfonce, qu'est-ce qui s'enfonce aussi? C'est la nappe d'accompagnement. Donc il y a plus de 2 mètres entre l'ancien lit du Doubs, et le nouveau cours du Doubs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un Vieux Doubs qui est un bras mort perché à plus de 2 mètres par rapport au Doubs. Donc dans les étés qu'on a actuellement, je ne vous dis pas l'absence d'eau dans ce vieux bras du Doubs. Du coup, il s'ensuit un atterrissement. Un bras mort, c'est un bras mort, mais qui s'est vraiment atterri très rapidement après les travaux. Voilà. Et globalement, la plupart des bras morts de la réserve sont déconnectés. Et quand on sait qu'il y a de moins en moins de crues sur ce secteur-là, la réserve est très peu inondée annuellement. Et puis la forêt aboitante est remplacée par la forêt à bois dur. Voilà. Globalement, je n'ai pas de régénération de saules sur la réserve du Girard, ni de peuplier noir. Et ma forêt à bois dur, c'est du frêne
qui est en train de mourir. Je dis, le boisement sur la réserve, c'est quelque chose de compliqué à suivre, mais qu'on suit tous les 10 ans avec le PSDRF que vous connaissez peut-être. Mais ça va être difficile à analyser tout ça. Donc voici en image un peu tout ce qui était cours d'eau avant travaux. Donc on voit bien un système de tresse d'anastomose, si vous connaissez ces noms-là, puis le Doubs plutôt en méandre, et puis aujourd'hui. Donc vous voyez bien cette belle ligne droite de chemin de fer, puis la Loue, vous avez vu tout à l'heure à quoi elle ressemblait. Voilà. Donc tous ces mortes qui sont nord-sud, aujourd'hui elles sont par petits bouts, quoi. Et le Doubs est transformé en petit bassin, l'ancien lit du Doubs, avec des bouchons alluviaux entre eux. Voilà. Donc c'est des zones d'atterrissement un peu plus importants qu'ailleurs. Donc ça fonctionne comme des petits étangs. Voilà. Il y a une belle richesse en libellules là-dessus. Hein. Tout n'est pas catastrophique, hein, mais moi j'ai 38 espèces de libellules sur les 75 de Bourgogne-Franche-Comté là-dessus. Voilà. Et globalement, depuis 2001, l'atterrissement s'est calmé. Donc actuellement, c'est pas si moche que ça, entre guillemets. Par contre, il y a toujours les 2 mètres d'enfoncement du Doubs par rapport à ça. Donc le risque, en effet, si on a des étés qui continuent comme on a là, c'est qu'il y a une grosse mortalité piscicole sur ces milieux-là. Donc les premières grosses études par rapport à tout ça, c'était Jean-René Malavoie en 2004. Donc bien 2004, puis premiers travaux sur la confluence 2017. Donc on a un peu rongé notre frein, mais ça va montrer pourquoi il faut être patient dans ce type de travaux. Donc on est bien sur le Doubs aval, un peu loin de la Suisse de tout à l'heure. Mais voilà. Donc lui, il a travaillé sur 75 km de cours d'eau, donc entre la Monte-Dol et la confluence avec la Saône. J'ai repris un peu ce qu'il avait marqué. En gros, les impacts ne sont pas irréversibles. On peut faire quelque chose sur le Doubs et la Loue. Donc c'est des rivières qui ont quand même une capacité d'érosion encore assez puissante pour faire des choses. Voilà. Ils ont une capacité de régénération géodynamique et écologique importante. Et puis ce qui était intéressant à noter, c'est que les travaux, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'enlever ce qu'on a fait pour permettre à ces 2 rivières qui ont de la puissance de refaire leur travail. Sachant que l'objectif affiché, c'est bien de retrouver de la dynamique alluviale dans un système qui était totalement corseté. En gros, relaisser à la rivière le droit, entre guillemets, de pouvoir éroder ses berges et puis de déposer des graviers. Juste en enlevant les enrochements, finalement. Donc suite à ça, il y a eu un gros projet global mené par le syndicat mixte du Loup, avec des premiers travaux en aval de la réserve, ce qu'on appelle l'île Cholet, où ils enlevaient des morceaux de digue et puis fait des ouvertures dedans, mais sans objectif affiché. Ce qui fait qu'il y a eu une ouverture dans une digue avec une fosse de dissipation qui s'est créée très rapidement derrière. En gros, en période de crue, le Doubs s'est mis dedans et il a creusé un gros trou. En gros, c'est comme si vous mettiez un arrosoir sur un tas de sable. Il va faire un trou sur le tas de sable tout de suite. Donc ces travaux-là ont posé un gros souci pour la suite. En gros, les élus nous ont dit n'importe quoi. Les ingénieurs, vous ne connaissez rien. Enfin, il ne s'est rien passé de nouveau à cet endroit-là. Mais bon, on a quand même continué à faire des choses parce que c'était un projet global avec des financements de l'Agence de l'eau. Donc voilà, tout le monde était là pour en profiter. Hein. Et notamment le village de Mollet qui est contre la réserve. Ils avaient une digue ici qui longe la réserve. Donc en 2012, ils ont refait la digue, là, ils l'ont confortée dans l'objectif d'enlever toute cette digue d'entonnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ils avaient peur que si on enlevait ça, l'eau allait foncer sur leur village. Sauf que là, vous voyez qu'on a une grosse forêt alluviale quand même. Donc le souci, c'est pas le courant qui va arriver. Mais... Donc ce village-là, il est toujours inondé, mais par quoi, à votre avis? Ouais, je vous donne la réponse. Hein, c'est la nappe alluviale qui gonfle, qui fait que le village est inondé à chaque crue, quoi. Donc vous avez beau mettre un barrage de 15 mètres de haut, le village sera toujours inondé. Voilà. Et ça, dans la tête des gens, ça a été compliqué à montrer. C'est pour ça qu'il a fallu attendre encore 5-6 ans derrière pour commencer les gros travaux d'aménagement de la confluence. Déjà parce que Parcé, ils étaient bien, il n'y avait plus de crues. Et en effet, les travaux des années 60 ont permis de limiter les crues sur ce village-là. Historiquement, c'était engorgé d'eau ici, donc toute l'eau qui arrivait de Parcé par la Loue était bloquée ici. Donc les villageois, on les appelle les cunéiers, hein, pour information, donc les culs mouillés. Donc voilà, il y a des noms comme ça qui expliquent tout.
Et il a fallu des changements de maire, des changements d'élus. Donc ce projet-là, il est intéressant à montrer aussi par rapport à l'évolution des mentalités, de la compréhension des gens. Et on sent que c'est quand les élus se sont appropriés le projet que c'est mieux passé. En gros, le scientifique qui va expliquer aux gens, c'est pas facile. Par les dynamiques alluviales, ça fait peur aux gens, ils ouvrent des gros yeux, ils ne comprennent pas. Pour eux, un banc de gravier, c'est un banc de ciment où l'eau ne passe pas dedans. Donc à partir de là, il y a du boulot. De notre côté, on avait fait une maquette aussi pour montrer comment marche un cours d'eau. Donc c'est simple, une planche en bois avec du sable dessus. Et on a fait arriver le Doubs et la Loue avec de l'eau. Et on a montré qu'en mettant des aménagements, ça accélérait le processus d'érosion. Et que si on mettait des enrochements partout, ça creusait, quoi. Donc visuellement, ça a plus marché que 5 ans d'explication orale avec des gens. Voilà. Donc ça a failli s'arrêter entre les deux périodes, parce que le village de Molay, ils avaient sa digue. Mais heureusement que c'était un projet global, donc l'agence de l'eau ne finançait pas les travaux de digue si on ne continuait pas les travaux sur la confluence. Donc il y a une mentalité qui change, mais il y a aussi le portefeuille qui fait que ça fait mal, quoi. Donc, voilà. En gros, il y en avait pour 1 200 000 de digues. Ça fait un gros budget pour une commune, quoi. Donc moi, j'avais fait mon premier plan de gestion où j'avais enlevé le projet Confluence. Enfin, il était toujours dans les valises, mais ce n'était pas affiché. Et puis au moment où on la valide, le maire du village me dit « Tiens, ton projet, il va passer. » Enfin, ton projet, pour vous dire comme il s'est approprié le truc. C'est pas mon projet. Moi, j'étais content. Hein, donc voilà, entre 2004 et 2017, il a fallu 13 ans de réflexion. Après, il y a des choses bien. On avait aussi dans le projet global un golf ici, 9 trous qui devait passer à 18 trous dans le projet global. Voilà, c'était n'importe quoi. Donc on l'a enlevé du nouveau projet en 2017, donc c'était bien. Et enfin en 2017, on a eu un accord global pour lancer le projet de renaturation de la confluence. Donc je vais vous le montrer en image. Donc là, c'est la Loue qui arrive avec le Doubs, les fameux casiers que je vous ai montrés tout à l'heure, et puis la digue d'entonnement. Donc tout ça boisé, carré. Enfin, quand je suis arrivé la première fois dans la réserve, c'est pas très réserve naturelle quand même tout ça. Voilà. Donc on a bien fixé un objectif, hein, donc redonner un espace de liberté aux rivières. Alors voilà. Donc on a fait comme Malavoie le disait, on a enlevé les aménagements des années 60, hein, tout simplement. Bon, c'est pas des petits aménagements, hein, c'est presque 1 kilomètre d'enrochement. Donc c'est des entreprises BTP hein, qui sont venues faire ça. Puis avant, il y avait un gros déboisement avec une entreprise locale aussi. Mais l'intérêt de l'entreprise, c'est qu'ils ont tout fait de A à Z. Ils ont coupé, exporté le bois. Donc ça s'est fait assez rapidement. Donc voilà, les casiers, pareil, hein, presque 1 kilomètre de casiers, avec des enrochements de cailloux de carrière. Hein, c'était pas des galets de rivière pour ça. Et la digue, 450 mètres, il en reste encore 1500 mètres, on verra plus tard. Et là, par contre, c'était vraiment des matériaux issus de la rivière, c'est des galets. Donc l'idée, quand on sait que ça s'est abaissé de 1 à 2 mètres, c'est on va remettre ça à l'eau. Hein. Donc pareil, dans la tête des gens du village en amont, vous allez boucher la confluence, là, ça ne passera pas. Et ça a pas mal bloqué à une époque. Mais il y a eu un ingénieur qui a eu l'idée de créer un banc de gravier en rive gauche du Doubs. Et je crois que c'est ça qui a fait passer la pilule. Donc les gens du village de Parcy se sont dit tiens, on va être protégés quand même par ce banc de gravier. Et ce banc de gravier-là, de 21 000 m3, ce qui est copieux, hein, a permis d'enlever une grosse partie de la digue. Voilà. La majorité des matériaux d'ici sont venus ici. Voilà. Il faut peu de choses, hein, mais un banc de gravier, ça rassure. Bon, ensuite, c'est anecdotique, mais il y a eu des petites encoches d'érosion pour favoriser aussi l'action du Doubs des enrochés. Et puis ça, c'est une extension de roselière, donc c'est de la mesure compensatoire. C'est pas ce qu'on fait de mieux, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Donc hydrauliquement, voilà comment ça se passait avant. La Loue rentre en crue avant le Doubs. Donc elle se trouvait bloquée sur les épis, sur la digue d'entonnement. Et souvent de l'eau, il y en a ici, et il n'y en a pas de l'autre côté de la digue. Voilà. Parce que ça fait un barrage. Voilà. Et vous imaginez que tout ce qui arrive là bloque tout ce qui redescend encore de la Loue. En enlevant la digue et les épis, on a ce que vous connaissez tous, hein,
une zone d'expansion de crue sur l'ensemble de la réserve, avec derrière une forêt alluviale qui va nettoyer tout ça, une zone d'épuration, etc. Voilà. Au niveau écologique, l'enjeu, voilà, c'était de retrouver une dynamique alluviale, donc la capacité d'un cours d'eau à éroder ses berges. On le voit très bien sur la photographie, ici pour la Loue, puis de ce côté-là, côté Doubs. Donc là, la Loue qui rentre en crue vers le Doubs va taper sur sa rive droite et sur la rive droite du Doubs. De l'autre côté, quand elle a perdu son énergie, il y a du gravier qui se dépose, c'est un mécanisme naturel. Donc la grève qu'elle a, elle a grandi d'un tiers de plus très rapidement. On a gagné un tiers de grève. Ça, je ne détaillerai pas, mais c'est toutes les autorisations qu'il a fallu pour mener à bien tous ces travaux. Et ce n'est pas le fait d'être en réserve naturelle qui aide les choses. En gros, l'État a fait le maximum de procédures possibles, sachant que vous imaginez bien que sur les enrochements, les saules qui poussaient étaient en train de mourir, mais il y a quand même eu des mesures compensatoires pour pallier à ça. Et ça, dans les financeurs, ça fait mal, ça fait des coûts supplémentaires. Voilà, recréer une extension de roselière qui n'était pas prévue au départ parce qu'on a détruit des saules le long du Doubs. Au niveau budgétaire, ça fait mal. C'est pour ça qu'ils ont fait une extension alors que j'aurais préféré, moi, une restauration de roselière, ce qui n'était pas du tout la même chose. En gros, on a surcreusé la roselière, c'était que du sable. Du coup, on a un truc qui ne marche pas, ça monte, ça descend. Une restauration, ça n'aurait pas été ça aurait été enlever la couche d'argile, la mettre de côté, recreuser, puis remettre la couche d'argile, etc. Mais bon, on a déjà des choses qui marchent, heureusement, mais pas la roselière. Voilà. Au niveau de la maîtrise d'œuvre, donc syndicat mixte Doulot. Et puis voilà, au niveau entreprise, c'est des entreprises de BTP, c'est des pelleteuses. Donc la réserve s'est transformée en carrière finalement. Vous imaginez quand on enlève 450 mètres de digue, ça fait du volume. Donc voilà, le déboisement, ça donnait ça. Donc ça, c'est la Loue qui arrive à droite et puis le Doubs. Donc voilà, avec tous les engins qui sont arrivés. Donc tout ça, après, c'était des enrochés. Donc le bois, l'intérêt, c'est que ça a été mis pour les chaufferies locales. Donc il y a toujours eu quelque chose derrière, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc entreprise locale, chaufferie locale pour le bois. Donc tout ça avec réduction des coûts aussi. Du coup, on n'est pas obligé d'exporter le bois à perpète. Voilà, au niveau du désenrochement, vous imaginez tous ces cailloux, c'est pas du galet de rivière, c'est des gros cailloux de carrière, quoi. Donc ça, là, il a vraiment fallu l'exporter. Donc il y a eu un peu d'argent pour le concasser, donc ça a été pris pour tout ce qui est chemin foncier autour du secteur. Donc globalement, c'était une pelleteuse avec un bras très très long pour aller chercher vraiment profond, parce qu'il y avait pas mal de gros rochers qui avaient roulé tout au fond du Doubs. Bon, pas de bol, enfin pas de bol. On a une grosse crue qui nous est tombée dessus début décembre. Donc là, on est sur un ancien casier qui n'a pas encore été démonté. Donc voici une vue drone de la réserve en période de crue. Donc on voit bien tous les casiers qui, cette fois, étaient déboisés. Là, on imagine tous les tas de bois qui avaient été coupés. Je regarde le temps. Un peu plus tard, là, c'est un peu monté. Mais il reste encore les casiers. Donc vous imaginez que ça, c'est un effet barrage, il n'y a pas photo. Et le jour où on enlèvera tout ça, ça partira sur l'ensemble de la réserve. Voilà. Février, on a pu reprendre les travaux. Ça s'est plutôt bien passé. On a commencé à démonter la digue. Donc je ne vous dis pas, c'est assez impressionnant. Donc la réserve était interdite au public, c'était une carrière. Mais ça fait plaisir de voir ça. Donc on voit bien les matériaux, c'est que du gravier. Donc ce gravier-là, on l'a déjà déposé au milieu du Doubs, dans l'objectif de le déposer sur la rive gauche du Doubs. Ça fait un truc comme ça. Je ne vous dis pas dans la tête des visiteurs l'image de cette montagne au milieu du Doubs. Quand on leur dit on ne va pas boucher la confluence, puis qu'on voit ça, ça fait peur. C'était très très haut. Voilà. C'est sûr que là... Donc ensuite, ils ont tout remis sur la rive gauche. C'était ingénieux quand même, parce qu'on a eu de la chance, c'était au mois de septembre, niveau très très bas, encore plus que cette année. On a vraiment eu de la chance. Donc voici un peu
le banc de gravier avec la confluence ici, à quoi il ressemblait. Le but d'avoir un peu décollé là, c'était avoir un effet de filtration du banc et d'avoir une espèce de petit bras mort bien épuré derrière. Donc ça marche, hein, c'est très très clair ici. Donc ça, c'est une vue après travaux. Donc on voit bien les casiers. Donc les mauvaises langues disaient que la nature allait pas reprendre ses droits, hein, qu'on pouvait rien faire. Donc on a ressemé, hein, sur les casiers aussi. Et puis voilà la photo cette année, au mois de juin. Donc on imagine, on a des cicatrices, hein, qui sont encore là, mais globalement, voilà, ça fait un bel espace ouvert, alors qu'historiquement, c'était des casiers. Voilà. Bilan après travaux, bah, la Loue a bien fait son job, hein. Donc regardez cette pointe-là comme elle est réduite petit à petit. Et là, c'est les saules qu'on voit ici. Voilà, ça se rapproche de plus en plus. Donc en gros, entre 2000, après travaux puis 2021, on a un recul de la Loue de 56 mètres. Donc très rapidement. Bah, déjà la première année, grosse crue au mois de décembre, janvier. Donc là, imaginez, on pouvait passer un gros dumper, les gros camions jaunes. Et après crue, ben, on ne pouvait plus passer. Voilà. En gros, voilà, 26 mètres qui sont partis d'un coup. Ah ouais, c'est-à-dire que la Loue, elle avait quand même une jolie courbe, ça pouvait que partir. Donc voilà, quand on dit que la Loue avait les capacités d'éroder ses berges, c'était plus rapide que ce qu'on a pensé, c'est sûr. Les gens nous ont dit, mais c'est normal que ça soit si rapide? Oui, oui. Non, ça allait très vite. Voilà, en cartographie, avant, après crue, quoi. Voilà. Donc ça marche, hein. On a retrouvé de la dynamique sur la Loue. Donc aujourd'hui, on a une convention avec l'Adréal, avec le syndicat mixte d'Oulou et puis l'OFB pour faire les suivis post-travaux. Donc il y a des collègues qui sont là, qui vous ont présenté des choses ce matin et qui suivent ça de près, heureusement. Donc en gros, c'est tout ça, hein, ce qu'on va suivre. La géomorphologie par la topographie, la granulo, tout ce qui est habitat aquatique aussi, peuplement piscicole, macro-invertébrés. Au niveau de la réserve, on fait tout ce qui est habitat naturel, faune, flore, etc., oiseaux. Donc ça sur des pas de temps, N+1, N+3, N+4, N+5. Après, il ne faut pas lâcher le syndicat mixte d'Oulou parce que lui, il a fait les travaux. Aujourd'hui, s'il pouvait éviter de faire ces suivis post-travaux, il serait bien content parce que c'est aussi un peu d'argent. Après, quand on voit qui fait quoi, c'est quand même beaucoup de choses qui sont faites en interne puis qui ne coûtent pas grand-chose au syndicat mixte d'Oulou. Mais à part la bathymétrie et la granulo. Donc pour suivre tout ce qui est mouvement du banc de gravier, des choses sympathiques ont été faites. Donc ils ont mis ces pit tags, là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc là, c'est des petites choses électroniques qui sont insérées dans les cailloux à différentes profondeurs, différents types de gravier, et qui sont suivies à l'aide d'une sonde, quoi, et qui permettent de voir comment le banc est bougé. Donc ils en ont mis un peu partout. Et là, on voit un peu le mouvement des graviers tout au long de l'année. Donc je n'ai pas les derniers résultats, parce qu'il y a eu des résultats faits cette année. En gros, on n'a pas bouché la confluence. Les graviers, ils ne sont pas en Saône-et-Loire non plus. Ils sont restés assez localement, quoi. Tout ça pour montrer, voilà, que le banc de gravier, il a en effet perdu la moitié des mètres cubes. On est passé de 10 000 mètres cubes de 21 000 à 10 000 mètres cubes en 2 ans. Mais on n'a pas bouché la confluence. Les graviers n'ont pas bouché le pont qui se trouve en aval non plus. Donc tout ça se passe doucement et sûrement. C'est intéressant à montrer parce qu'il reste encore 1 kilomètre de digue à enlever. Donc je l'ai mis dans mon futur plan de gestion, je ne lâche pas l'affaire. On a encore 1 kilomètre de digue de gravier à enlever. Et puis ce qui s'est passé là, c'est pas mal, ça s'est un peu exaucé, le fond s'est un peu exaucé, mais on a 50-70 cm de gravier qui s'est accumulé au niveau de la confluence. Quand on sait qu'une crue, ça monte à plus de 3 mètres par rapport à ça, c'est encore des choses difficiles à expliquer aux gens. Qu'est-ce que c'est ces 70 cm par rapport à 3 mètres d'eau qui passent au-dessus, quoi. On a encore du travail. Voilà, on fait aussi de la bathymétrie, donc il y a des bandes de gravier qui se créent, hein. C'est pas obligé de regarder dans les détails, mais on a plein de profils en travers. Donc ça, c'est des choses intéressantes à montrer pour voir comment le fond du Doubs bouge. Bon, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus un autoroute plat, on a des zones de bas-fond, de haut-fond, donc ça bouge au niveau habitat piscicole, par exemple. Au niveau prairial,
On voit qu'au lieu d'avoir des casiers avec des carrés non naturels, on a quelque chose de tout à fait ouvert aujourd'hui, favorable à pas mal d'espèces d'oiseaux, favorable aussi pour la personne qui vient faucher sur la réserve. Imaginez avant, passer là-dedans, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, il a une prairie d'un seul tenant qui peut faucher facilement. Donc au niveau oiseaux, ce que je présente surtout aujourd'hui, le côté piscicole, on attendra un petit peu, on vous représentera quelque chose plus tard. Voilà, cette espèce qui était totalement absente de la réserve qui a niché l'année d'après. Et cette année, j'en ai 6 couples nicheurs sur la réserve, le bruyant proyer. Donc une espèce qui se casse un peu la gueule quand même en France, donc c'est toujours sympa de l'avoir sur la réserve. Voilà. Moineau friquet aussi. Bergonnette paratanière, elle était présente, mais on la voit plus facilement, elle tariépâtre. Mais le plus étonnant pour moi, c'est celui-là qui est arrivé tout de suite et qui est nicheur avec 6 couples dans le secteur que je vous ai montré. Au niveau des berges à brut, la loue n'est pas folle, elle continue à taper de l'autre côté, elle a de l'énergie. Donc création de berges abruptes limoneuses, donc c'est favorable à ces deux espèces-là, le guépier d'Europe et l'hirondelle de rivage, qui ont créé des trous de 80 cm de profondeur. Donc tout de suite après travaux, on avait 80 cavités, c'est un peu ce qui est fléché ici. 20 couples la première année, 54 couples en 2019, 47 couples, alors qu'historiquement, il y avait 0 nidification d'hirondelles sur la réserve. Donc autant dire que là, on est plutôt content. C'était attendu, mais c'est toujours bien de le voir arriver. Je ne marque pas 2021 parce qu'il y a eu une crue en juillet 2021 qui a tout zigouillé. Crue au mois de juillet 2021, c'est pas bon. Donc en face, on a cette grève-là qui a grossi, donc qui est favorable aux petits gravelots, donc qui est nicheur, mais qui subit la pénétration des estivants, qui trouvent ça très joli comme coin, qui aiment bien venir se baigner. Donc on a, en plus de l'arrêté de la réserve, un arrêté préfectoral qui interdit la pénétration sur cette grève. Et malgré ça, il a fallu attendre le Covid 2020, où on ne pouvait pas sortir 1 kilomètre de chez soi pour voir la première nidification de cette espèce sur la grève. En gros, il faut une interdiction de sortir chez vous pour ne pas les... Voilà, c'est notre gros point noir, c'est les grèves, c'est les feux de camp, c'est la baignade. Donc celui-là, il est dur à protéger quand même en réserve naturelle. Voilà quelques chiffres, on ne va pas détailler, mais il y a eu du gros terrassement de fait, mais bien fait. Puis l'intérêt, c'est que les gens de BTP ont pris plaisir, je pense, à faire ce type de travaux. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et on a fait beaucoup de réunions techniques où il y a eu beaucoup d'écoute des élus aussi par rapport à ça. Et globalement, ça s'est bien passé. Voilà un peu tout la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. Il y a du monde. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Donc on a quelques minutes pour des questions. Moi, je vois déjà des mains qui se lèvent. Carteron. 2 questions dans les chiffres. Combien ça coûte? Deuxième question. Ça coûte. On a fait une réserve naturelle dans un endroit qui n'était pas du tout naturel, qui était certainement le coin le moins intéressant de toute la vallée du Doubs. Est-ce qu'il est prévu maintenant que le secteur a retrouvé pas mal de naturalité, oui, d'étendre les limites de la réserve naturelle? Voilà les 2 questions. C'est une bonne question. Alors au niveau des coûts, 800 000 € hors taxes affichés en travaux. On n'a pas le coût total par rapport aux nombreuses études qui se sont faites. On fait beaucoup d'études finalement avant de commencer des travaux. Ça, j'ai pas le chiffre. Je l'ai demandé, je l'ai jamais eu. Je sais pas, c'est pas tabou pourtant, mais en travaux 800 000, ce qui est beaucoup moins qu'un rond-point finalement. Voilà. Ouais. Un rond-point, c'est vite 1 million d'euros. Donc ça, c'est des chiffres à sortir pour défendre notre cause. Je pense que c'est plus sympa de faire ça qu'un rond-point. Voilà. Je sais, parce qu'à Dole, il y a eu des ronds-points de construits, il y avait le chiffre affiché. Donc c'est mon chiffre pour me défendre. Voilà, l'agence de l'eau finance, mais finalement, on voit que l'eau va sur la réserve, qu'elle est auto-épurée par une forêt alluviale, donc ça se vend bien. On a des espèces qui nichent derrière, qui n'étaient pas là avant travaux. Donc, globalement, c'est un projet, même pour les élus qui se l'ont approprié, c'est facile à défendre pour eux, parce que tout est pas mal, quoi. Par C, il n'y a pas spécialement
d'impact négatif, c'est plutôt positif. Il y a eu une grosse crue en 2018, que vous avez vu sur les images. Aucun impact sur le village. Donc voilà, on n'a pas bouché la confluence. Le Doubs part plus sur la réserve. Donc c'est plutôt rassurant pour les populations, ce qui permet d'envisager de renlever l'autre morceau. Voilà. Au niveau de la réserve, non, c'était pas ce qu'il y avait de plus beau. Il y avait Petit Noir, qui était à 30 km plus bas, qui était beaucoup plus joli. J'aurais bien aimé être conservateur, un peu Petit Noir. Après, c'est un concours de personnes, de politiques et de remembrement. Et voilà, c'est ceux qui crient le plus fort qui l'a. Mais Petit Noir était dans la boucle pour être en réserve naturelle au même moment. Mais c'est un élu de Parcé qui a porté ça, qui l'a amené plus haut qu'ailleurs. Et l'histoire du remembrement, en effet, a fait que c'était en réserve. Aujourd'hui, c'est petit, c'est 135 hectares, mais pour les visiteurs et puis même tous les scientifiques, c'est une belle vitrine de ce qu'on peut faire au niveau travaux qui marchent. Parce que localement, au niveau travaux qui ne marchent pas, il y en a beaucoup. Au niveau des bras morts, on fait beaucoup de choses qui ne marchent pas. Moi, avant de commencer des travaux sur l'ancien lit du Doubs, c'était prévu dans les premiers travaux. J'aimerais bien avoir des travaux qui marchent sur les bras morts. Mais pour l'instant, je ne connais pas localement. C'est pas si facile. Un bras mort, c'est quelque chose de déconnecté. Et je ne vois pas de choses qui marchent pour faire marcher un bras mort. Enfin, le rendre vivant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Étendre la réserve. Oh là là, malheureux. Ça fait peur encore dans la tête des gens. Déjà, quand on a créé le site Natura 2000 Basse-Vallée du Doubs en 2001, il y a eu un tollé de tous les agriculteurs. Alors qu'on sait que Natura n'empêche rien, voire donne de l'argent à celui qui fait les choses bien. Mais j'en ai parlé dans un ancien plan de gestion. Je me suis fait un peu taper dessus par l'Adréal. Il dit « Oh là, attends, tu vas trop vite. » Donc, pour l'instant, on passe par un ENS qui s'est créé sur la confluence Doulou-Cloge, donc avec le département. On fait beaucoup de sensibilisation. L'État finance depuis l'an dernier un éducateur à l'environnement à 50% sur la réserve. Donc on est 2 employés, alors qu'historiquement, je suis seul depuis plus de 15 ans. Les choses bougent. Le fait d'avoir un éducateur à l'environnement permet de sensibiliser les jeunes qui sensibilisent leurs parents. Ça marche mieux dans ce sens-là que l'inverse. Et on va aller doucement. Le projet a mis 15 ans à se mettre en place. L'extension, on y pense. On y pense. Déjà, le NES, on l'a conçu entre un pont en amont de la réserve puis un pont en aval, ce qui montrait la réserve à 500 hectares à peu près. Voilà. Mais c'est dans les clous. Après, il faut aller doucement. Sachant qu'il se passe beaucoup de choses sans que ça soit en réserve. Donc, la question s'est posée au dernier comité de la réserve. En gros, le syndicat mixte Doulot a la maîtrise pour faire des travaux sur le Doubs. Ils font des travaux. Donc, en aval de la réserve, il y a eu beaucoup de travaux, des enrochements, etc., d'enlèvement de digues, qui se font sans la réserve. Et limite, si c'était en réserve, on aurait peut-être moins de souplesse qu'un syndicat mixte qui fait un peu les choses en force, parce qu'il y a des élus, il y a des moyens. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, le fait d'être en réserve, on a une réglementation encore pire qu'ailleurs, et encore plus surveillée, je dirais. Et tandis que le syndicat, lui, fait des choses de manière sinueuse, discrète, mais ça bouge. Donc voilà, c'est poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'étendre la réserve, sachant qu'il se passe beaucoup de choses sans que ça soit en réserve. Voilà. La question est levée, je n'avais pas la réponse, mais en tout cas, il se passe des choses. Dans mon empressement à poser la question, j'ai oublié de souligner la qualité de l'intervention, en particulier au niveau présentation, iconographie, etc. Voilà. Merci. Très démonstratif. Henri-Pierre ? Oui, là-haut. Henri-Pierre Savier de l'Office national des forêts. Bon, accessoirement, on travaille également avec le syndicat mixte Doulou, mais un peu plus sur l'amont en forêt de chaux. Bref, donc je voulais juste vous demander par rapport à cette confluence, là, sur une des dernières photos, on voit bien que l'Alou a tendance à, en face du banc de gravier, à entamer l'ancienne partie de casier. Et donc, je me demandais à cet endroit-là, bon, si on met de côté la partie vraiment agricole, puisque, bon, a priori, c'est fauché, c'est utilisé par un agriculteur, est-ce qu'il vaudrait mieux avoir ici une zone telle qu'elle est là, c'est-à-dire qui va s'éroder facilement parce que c'est pas tellement occupé par la végétation, ou est-ce qu'il vaudrait mieux avoir une ripisylve ?
L'objectif, c'est de laisser la rivière faire son job aujourd'hui. Donc s'ils veulent faire une ripisylve, elle fera une ripisylve. Moi, je lui laisse la liberté aujourd'hui de faire ce qu'elle veut. Voilà, point barre. Globalement, il y a des coins en amont. Ici, c'est en train de repousser en ripisylve. En gros, la loue, on voit son action, elle est assez basse. Parce que le gros pépère, il l'embarque quand même. Même si elle est en crue avant le dos, elle tape qu'ici, quoi. On voit bien. Donc tout ça, c'est en train de repousser en ripisylve naturellement. Moi, aujourd'hui, je dirais que le job est fait. J'ai laissé la liberté au doux et la loue de faire ce qu'il veut au niveau de la confluence. J'interviens plus. On sait que toute intervention n'est pas spécialement bonne. On n'est pas des sorciers, mais moi, j'ai laissé la liberté aux deux rivières, sachant que part et d'autre, il y a 2 digues qui protègent les villages et les cultures. Voilà. En tout cas, moi, j'interviens plus ici. Bonjour, Nathalie Sarcinella, simple amateur. J'ai eu des éléments de réponse dans vos réponses précédentes. Est-ce que c'était prévu d'une part? Est-ce que ces travaux ont eu justement un impact sur l'état des bras morts du Vieux-Doubs? Est-ce que... Alors on suit ça, on a des piézomètres, on a des suivis qui se font. C'est une bonne question, mais il va falloir du temps. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact. C'est pas les 50 cm qu'il y a de plus ici qui font bouger la nappe. Oui, c'est ça, je pensais à la nappe. On est tout petit, c'est 135 hectares. Il y a 21 000 m3, il en reste encore 5 000 m3 ici. Il faudrait remonter le doux quand on a dit 2 mètres de profondeur d'enfoncement. Faut être clair, on ne va pas changer le monde non plus. Mais n'empêche qu'on monte des travaux qui marchent. C'est peut-être ça qui est intéressant plus qu'autre chose, je dirais. On a une vitrine aujourd'hui qui permet de faire passer peut-être d'autres travaux, quoi. Et c'est visuel. Aujourd'hui, on voit bien la loue creusée quand on est là. Quand on emmène des élus, le message il passe bien par rapport à ça. Et c'est même eux qui emmènent des gens eux-mêmes, quoi. C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que les élus locaux sont appropriés le projet. Et c'est très visuel. Puis quand vous avez un nuage d'hirondelles de rivage ici, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, les gens ne voyaient pas la rivière. Il y avait cette ripisylve sur les rochers. On ne voyait pas le Doubs ni la confluence. Donc même pour des touristes, entre guillemets, qui dit tourisme, dit intérêt aussi pour les communes, ce n'est pas qu'un projet écologique. Il y a de l'hydraulique, de l'écologie, et puis du tourisme derrière. Et je pense que là, on a réuni un peu les trois. Et c'est intéressant. Mais l'impact sur le Vieux-Doubs, on le suit, mais ça va être long. Et je ne ferme pas des travaux sur le Vieux-Doubs non plus, mais c'est une des questions qu'on s'était posées au CCRPN. Faut-il intervenir ou pas sur des bras morts? Voilà, c'est compliqué. Je n'ai pas encore la réponse. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis sur le retour sur l'acceptation locale, parce qu'on a bien compris qu'il y avait eu pas mal d'adversité, on a vu les panneaux quand on passait dans Parçay. Quelques années après le désenrochement, c'est accepté ou il y a toujours C'est largement accepté et plus ou moins compris, on va dire. Les élus, ils sont formés, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, ils se sont formés à ce que c'est une dynamique alluviale et ils arrivent à expliquer aux habitants comment ça marche, quoi. C'est pas facile à expliquer qu'un cours d'eau érode, dépose, que tout ça c'est intéressant pour la faune, mais on a les espèces qui sont là sur leurs yeux, donc il suffit il y a un guépier d'Europe, c'est magnifique, c'est des belles couleurs, c'est pas si connu que ça. Donc c'est par l'image qu'on valorise tout ça. Et c'est vrai que les images drones sont idéales pour ça. Mais voilà. Donc globalement, il y a une fréquentation qui s'est accrue aussi suite à ça. On a cette vue sur la confluence du Loup qu'on n'avait pas avant. Puis il y a l'effet Covid, sortie du Covid, donc pas toujours facile de voir, mais on a la fréquentation qui est multipliée par 3 sur la réserve en fait. On n'a pas 50 000 personnes non plus, mais on est passé de 5 à 15 personnes jour en moyenne sur l'année. Mais voilà, il y a l'effet Covid quand même qui joue là-dedans. Ok, merci. Je ne sais pas s'il reste des questions, sinon est-ce qu'on n'irait pas manger? Ah, une autre question là-bas, pas tout de suite donc. Pardon, juste, ça va être court. Juste une petite question. La modification, le retrait des digues ne favorise-t-il pas l'alluvionnement dans le bali du Vieux-Doubs? J'espère que ça va bouger un petit peu. Le courant va s'accélérer vers l'aval en tout cas. Donc ça, non, dans le Vieux-Doubs, pas dans le Doubs. Ouais, dans le Vieux-Doubs. Dans le bras mort. Vous voulez dire si ça amène plus d'alluvions qu'avant ou si ça amène plus d'érosion ou de modification du fond ou pas? Ouais. Moi j'aurais dit que ça risque d'alluvionner en retrait, mais qu'à moyen terme, cette érosion, en fait, cette sinuosité qui est en train de se creuser va faire sauter le Vieux-Doubs, l'aval du Vieux-Doubs.
Parce qu'il y a un problème de digue en amont du Vieux-Lit qui reste entier dans ce secteur. Ouais. Oui, le Vieux-Doubs, ça reste un des enjeux, à voir comment on suit ça. Globalement, il y a quand même... Je ne sais pas si je l'ai là-dessus. Global. Ouais, je l'aurais pas. Globalement, le fait qu'il n'y ait plus de digues là, ça ramène quand même pas mal de courants qu'on n'avait pas historiquement. Et je dirais que le Vieux-Doubs, qui était bien bouché par l'aval avant ces travaux, aujourd'hui, il y a légèrement plus de courants. En gros, ça stagne moins dans le sud du Vieux-Doubs aujourd'hui qu'avant. D'accord. Donc voilà. Ça veut dire qu'au niveau de la confluence d'Oulou, la Loue s'enfonce. Elle amène plus de courant sur tous ces secteurs-là. Est-ce qu'elle a recréé un chenal au droit de sa confluence? Non, pas encore. On aimerait bien. Après, il y a eu une encoche qui a été créée là, qui ne marche pas du tout. Voilà, parce que c'est même l'inverse. Hein, le Doubs, il va plutôt sur sa rive gauche à cet endroit-là. Donc, on a une grève qui se crée finalement à l'endroit de l'encoche. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas. On imagine assez bien qu'en creux, tout ça est inondé passivement, donc qu'il y a de l'alluvionnement. Mais en période de crue, oui, ça monte vite aujourd'hui. Imaginez qu'il y avait 3 mètres presque de hauteur de casier qui empêchait la Loue d'aller sur la réserve. Okay. Après, on a une forêt alluviale costaud qui limite le courant sur l'autre partie. Donc le Vieux-Doubs qui est là, dont on parle, les impacts par rapport à ces travaux-là, c'est quand même pas facile à suivre. Est-ce que vous suivez la dynamique sédimentaire dans le Vieux-Doubs? Moi, j'ai des tiges en fer que j'ai un peu partout, que je mesure régulièrement pour voir comment ça sédimente. Et puis, on a prévu de faire de la bathymétrie l'année prochaine, sachant qu'il y en a une qui a été faite en 2013. Donc, c'est suivi assez près. Oui, Régis Desbrosses. Un petit peu d'histoire aussi donc sur le Doubs, un petit peu plus en aval. On en parlera. J'aurai pas le temps d'en parler cet après-midi, mais on a fait une intervention dans les années 90 sur deux types d'interventions, aidés par Velux, pour pas citer l'entreprise qui a aidé le conservatoire à travailler sur 2 aspects. Alors c'est le fait que la Loue tape sur sa rive opposée, là, on avait la même chose sur le Doubs avec l'île de avec la ferme de la Pôle qui est un petit peu plus, qui était menacée par l'érosion. Donc on est intervenu pour empêcher l'érosion avec des plantations de saules. Ça n'a servi absolument à rien du tout. Très rapidement, le Doubs a montré qu'il était beaucoup plus fort. Et puis une autre intervention, beaucoup plus en aval, près de Navilly, où on a refait une ouverture d'une morte qui était bouchée. Enfin, il y avait un bouchon à l'entrée. Et là, elle est toujours fonctionnelle, 20 ans après. Mais ça marche parce que c'est le Doubs qui décide. Hein. Ce n'est pas tellement ce que l'on fait. Mais voilà, ça peut marcher quelquefois, puis d'autres complètement ratés. C'est une grosse question, hein, l'ouverture par l'amont ou l'aval des bras morts. Je crois que Godrun connaît bien l'histoire. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que tout ça, ça appartient à l'association gestionnaire de la réserve. Si c'était un privé, il n'aurait peut-être pas aimé ça. Hein. Donc on perd du terrain, mais c'est bien, on s'en fiche. Mais... Donc ça, c'était quelque chose d'important à dire, quoi. En gros, ça appartenait à la commune de Raon, une commune qui était en bas à droite de la réserve. Et on a pu racheter ça quand ils ont tout vendu, quoi. Voilà. L'intérêt d'être chez soi. Moi, je pense à Valbois, qui est une réserve forêt, où la forêt ne leur appartient pas. Et quand on sait ce qu'on veut faire dans une forêt, c'est la laisser vieillir naturellement, et c'est moins facile pour eux. Moi, si je perds du terrain, c'est pas grave, quoi. Donc la maîtrise foncière, c'est un élément important aussi dans tous ces travaux-là.